Bon, alors il semblerait qu'on soit en direct. Ok. Voilà. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui. Nous allons plonger ensemble dans un sujet qui nous touche directement à la vie, à la terre et à notre lien avec le vivant, l'électroculture. C'est une pratique encore méconnue, parfois entourée de mystères, mais qui ouvre des perspectives passionnantes pour l'agriculture, pour l'environnement et pour chacun de nous. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Loïc Etcheverry. Je précise bien parce que, comme dans ma famille, c'est d'Etcheverry, donc on n'est pas... Oui, c'est avec un B, Berry avec un B. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Jacqueline. Merci Qui de a m'accueillir. cheminé lui-même donc vers cette approche et qui va nous partager son expérience, son regard et sa passion. Hein. Loïc, donc merci d'être là. Pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots et nous dire ce qui t'a amené sur ce chemin de l'électroculture? Bonjour, bonjour Jacqueline, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Ben là, on a la chance, on a un beau soleil dans le jardin, dans les Hautes-Pyrénées. Donc, ben, moi, c'est Loïc Etcheverry. Je suis dans le milieu des végétaux, de la nature. Ça fait 20 ans, depuis mes études, en fait. J'ai toujours aimé jardiner, l'agriculture, le potager et j'ai fait des études là-dedans aussi, que ce soit à l'école du Breuil, l'école de la mairie de Paris, au Muséum national d'histoire naturelle, à la faculté des sciences d'Orsay aussi, en lycée dans l'horticulture et dans le paysage. Je suis donc formateur en agroécologie. J'ai découvert l'électroculture en 2012, donc il y a maintenant 13 ans, voilà, 13 ans, les années passent, et donc je partage aussi ça au travers d'une chaîne YouTube Permafuture TV qui a maintenant quasi 40 000 abonnés. Je suis aussi enseignant depuis 2015, donc ça fait 10 ans. J'enseigne aussi pour le ministère de l'Agriculture, donc à niveau BTS. Et voilà pour une petite présentation rapide. Donc je suis un professionnel, je suis un passionné et voilà, je travaille avec le cœur. Et l'électroculture, j'ai découvert ça il y a, comme je disais, 13 ans, avec Philippe Forer, l'homme en slip qui plante des antennes dans son potager. Et j'avais trouvé extraordinaire. Et quand j'aime quelque chose, je cherche à fond, je commence, j'arrive plus à m'arrêter. Hein. Et donc j'ai énormément creusé, que ce soit dans la littérature historique, parce qu'on se rend compte que l'électroculture, donc qu'est-ce que c'est déjà? C'est voir la nature sous l'angle électromagnétique, magnétique et énergétique, les influences entre le vivant et l'environnement, et on se rend compte que la France elle a une grande histoire autour du sujet de l'électroculture qui vise en agriculture à améliorer la croissance, la germination, la résistance aux maladies des plantes grâce à l'électromagnétisme. Alors on peut utiliser l'électromagnétisme naturel qui est déjà présent dans la nature ou artificiel hein, qu'on va créer avec du courant par exemple. Et donc j'ai beaucoup cherché dans les institutions parce qu'il y a plein d'écrits sur le sujet en fait. Hein, que ce soit par exemple à la Bibliothèque nationale française, hein, à François Mitterrand, on retrouve des anciens écrits qui ont 100 ans et plus, que ce soit à la faculté de médecine de Bordeaux aussi, il y a un écrit de l'abbé Bertholon de l'électricité des végétaux, le plus vieux écrit sur le sujet qui a 200 à 300 ans, je ne sais plus exactement de... 1700 et quelques. Oui, voilà, ouais, c'est ça, exactement. Et donc, il montrait déjà à l'époque que avec un électrovégétomètre, donc une sorte de mât métallique qui plantait dans la terre, ils arrivaient à créer des micro-courants pour interagir avec les végétaux. Ensuite aussi à Bordeaux, si on va à la faculté dans les facultés de Toulouse, pardon, on va trouver des anciens écrits. Voilà. En gros, on trouve des traces de ces techniques dans l'histoire. C'est ce que j'ai fait. J'ai énormément cherché. J'ai aussi beaucoup expérimenté dans le potager parce que avoir la théorie c'est bien, mais il faut aussi mettre en pratique. Expérimenter. Il n'y a pas que ça. Alors, Voilà. je voudrais juste, je me permets de t'interrompre parce qu'en fin de compte, tu parles d'électricité, etc. Il y a beaucoup de gens qui me font des réflexions, mais comment vous branchez tout ça?
Hein, donc ça n'a absolument rien à voir avec du courant électrique que l'on a dans la maison. Hein, ça n'a absolument rien à voir. Ben, je vais répondre très simplement. Les gens, quand par exemple des fois ils se font la bise, ils prennent le jus. Et alors qu'ils ne sont pas branchés au courant de la maison. Et en fait, l'énergie, l'électricité, elle est partout. On a des échanges d'électrons qui se font entre les molécules. Donc ça peut être deux humains entre eux qui s'échangent des électrons, donc ça crée du courant. Comme ça peut être une différence de potentiel naturel qui existe entre le sol et l'air. Et donc il y a des courants qui traversent naturellement du sol vers l'air et inversement de l'air vers le sol. Par exemple, quand il y a des orages, ou dans la plante, je peux dans la plante mettre par exemple un voltmètre, je verrai qu'il y a de la tension. Je pourrais aussi essayer de détecter des courants avec un ampèremètre cette fois-ci sur mes systèmes d'antennes. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les stages. Je montre qu'il y a du courant concrètement. Donc c'est pas effectivement quand on plante une antenne, tiré des anciens écrits, c'est pas qu'on va brancher au courant de la maison, non, c'est que on va s'harmoniser avec les courants déjà existants dans la nature. Et il faut savoir qu'il y a des respirations. Il y a des respirations électriques dans la nature, c'est-à-dire que le courant, il peut avoir tendance, partant là clair, on va dire, à aller du sol vers l'air, mais comme je le disais, il peut avoir tendance dans les périodes orageuses, aller de l'air vers le sol. Donc il y a des respirations comme ça électriques. Et quand on a un sol qui est tout à nu, sans pointe qui dépasse de la terre, comme nous on a des poils qui dépassent de la peau, ben, on limite ces courants, sol, air, air, sol. Et quand on met au contraire des antennes par exemple, on favorise ces courants et en créant ces micro-courants, on interagit directement avec les racines des végétaux. Parce que la vie, elle est électrique, elle a aussi besoin de l'électricité pour pousser, pour la stimuler, pour créer des processus aussi de décomposition de la matière organique, etc. etc. Donc l'électricité fait partie de la vie, c'est un facteur qu'on oublie ou qu'on ne pense pas dans le potager, dans le jardin, dans l'agriculture. On pense aux paramètres physiques, biologiques, chimiques. Électrique, on n'y pense pas forcément. Et pourtant, il est là, il est bien là, il existe. Et on voit qu'à partir du siècle des Lumières, ça a été énormément étudié en France avec des résultats positifs, concrets. Et même bien avant, hein, ça a été étudié en fait, depuis des millénaires, on pourrait dire. Oui, l'autre jour, en échangeant avec un agriculteur, et il me disait qu'en fin de compte, c'était juste un phénomène de mode. Eh bien non, c'est pas une mode. C'est quelque chose qui est là, présent, et dont on n'a pas forcément conscience. Donc, comment est-ce que l'électroculture peut changer l'environnement pour nos sols, pour les paysans et les agriculteurs qui travaillent avec le vivant? Ah ouais. Je vais pas à la deuxième question, oui. Mais avant une remarque sur la mode. Comment dire déjà, l'électroculture, il faut savoir, moi j'ai des encyclopédies et des dictionnaires qui ont 100 ans, on a le mot à l'intérieur qui était électroculture, qui était à l'intérieur, et ils expliquaient bien que c'était utilisé pour l'agriculture, pour utiliser les courants atmosphériques pour interagir avec les végétaux par exemple. Donc, bon, c'est quelque chose qui a déjà existé et qui a disparu. On se rend compte dans l'histoire qu'il y a eu une période dans l'évolution de l'homme où il y a eu Justin-Étienne Christoflo, donc c'est un ingénieur de l'électroculture qui a exporté plus d'1 million, je crois, d'appareils à l'international, ça fonctionnait. Il y a des écrits sur le sujet d'ailleurs qui ont été réédités de Justin-Étienne Christoflo. Et lui, il avait des conflits avec la pétrochimie en son temps. Et on a même des preuves des journaux d'époque qui montrent qu'il y avait eu des conflits d'intérêts entre l'électroculture et la pétrochimie. L'électroculture qui utilise des électro-engrais gratuits, naturels, intarissables, tandis que la pétrochimie, ben, tous les ans, il faut racheter des consommables, des engrais, etc. Et on se rend compte qu'après la Deuxième Guerre mondiale,
Alors coïncidence ou pas, le sujet il a disparu. Il n'a plus été dans les encyclopédies, il n'a plus été dans les dictionnaires. On a développé à grande échelle quoi? La pétrochimie, l'agriculture à base d'engrais, de désherbants, etc. Donc ça, on nous dit que c'est l'avancée de la société, mais regardez, ça crée des cancers, ça crée les sols ils sont morts, les nappes phréatiques elles sont polluées, on a des problèmes voilà, de santé des écosystèmes, etc., etc. Donc quelque chose qui est communément admis et utilisé est une erreur dans le fond pour l'évolution de la société, et quelque chose qui a déjà été connu dans les encyclopédies, les dictionnaires, avec des résultats probants, etc., qu'on retrouve des traces dans les archives historiques, bah, ça a disparu. Donc si aujourd'hui, entre guillemets, le sujet revient à la mode, si mode il y a, bah, moi je dis que c'est bien parce que, comment dire, ça veut dire qu'il y aurait heureusement une prise de conscience des gens, des solutions alternatives qu'il faut absolument mettre en œuvre si on veut créer du positif pour la société de demain. Et voilà, premièrement. Deuxièmement, sur ce qui est par exemple la permaculture, où il y a eu un gros effet de mode aussi, il faut savoir que moi je me suis spécialisé dans la permaculture il y a 13-14 ans, avant que ce soit à la mode justement, et j'en parlais déjà, je disais que vous verrez la permaculture, je disais donc il y a 13 ans, hein, vous verrez la permaculture, on va en parler partout. Et il y avait plein de gens, déjà ils ne connaissaient pas, ils me disaient mais qu'est-ce que c'est ton truc, ils n'y croyaient pas quoi. Hein. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle bibliothèque, il y a un rayon permaculture. Donc, dans 5 à 10 ans, moi je pense qu'il y aura un rayon aussi électroculture. Pourquoi? Parce que ça fait partie des solutions. Et il y a quelque chose qui est bien avec la vérité, c'est qu'elle dure. C'est ça. Voilà. On ne peut pas aller contre des archives, contre des preuves historiques. Donc, je ne me souviens plus la question exactement ce que c'était. C'était concrètement, qu'est-ce que l'électroculture peut changer pour l'environnement, pour nos sols, pour les paysans et agriculteurs qui travaillent avec le vivant? Ben, déjà, premièrement, ce n'est pas une méthode miracle, ça demande quand même du travail de changer de pratique. Ensuite, l'électroculture, donc utiliser l'électromagnétisme de la nature, ça va de pair avec, par exemple, des techniques agroécologiques comme les semis directs sous couvert, l'agroforesterie, l'agro-silvopastoralisme, la biodynamie, la permaculture. Voilà. Donc, ça va de pair avec d'autres techniques agroécologiques. Mais pour des agriculteurs, par exemple, un grand champ qui utiliserait des semis directs sous couvert, ou de l'agroforesterie, ben, qu'est-ce que ça va leur apporter? Ça va leur apporter qu'ils auront des aliments avec du goût, des aliments en santé, moins de maladies, des sols plus résilients, des sols qui vont recréer de la matière organique, qui seront plus fertiles, réduire la dépendance aux engrais. Donc, par exemple, sur le basalte, qui est la fameuse roche volcanique qu'on utilise donc, en électroculture, qui améliore la capacité de la Terre à capter le magnétisme, c'est une roche paramagnétique, et bien ce basalte, il y a des études maintenant, 2-3 dernières années, de plus en plus qui tombent, qui montrent que grâce à cette roche naturelle, abondamment disponible, on réduit l'utilisation des engrais de 20 à 30%, on augmente la production des récoltes de 20%, etc. etc. Par exemple, l'université de Newcastle qui a montré en 2022 qu'avec un apport de basalte, on pouvait augmenter de 19,4 ou 19,6% la production d'avoine. Donc, qu'est-ce que ça apporte à l'agriculture? Ça apporte des pistes de recherche, des pistes de mise en œuvre de techniques pour faire la transition agroécologique. Le but, c'est d'aider à la transition agroécologique pour se passer des engrais, limiter les désherbants et aller vers une agriculture qui est plus respectueuse du vivant. Donc il ne faut pas se cacher, ça reste quand même du travail parce qu'on ne fait pas du changement comme ça en claquant des doigts, mais il faudra bien changer à un moment ou à un autre, que ce soit les pères ou les fils, les mères ou les filles, voilà, à un moment donné, il faudra qu'il y ait une génération qui change. Voilà. Donc c'est ça, c'est proposer des solutions. Maintenant, il y en a plein, hein, mais je ne sais pas si tu voulais parler plutôt des agriculteurs en grande culture ou du potager dans ta question. Alors, il y a les deux. Il y a à la fois le particulier qui va pouvoir s'initier un petit peu à cette méthode, mais aussi est-ce que pour les agriculteurs, parce qu'il y en a beaucoup là qui sont en train de faire la transition vers le naturel, donc ils ont quelquefois des petites surfaces, mais d'autres ont des grandes surfaces. Alors peut-être que ceux qui sont dans les grandes surfaces n'ont pas encore cette conscience du vivant,
mais ça sera peut-être plus intéressant pour ceux qui sont vraiment dits des paysans, moi, à échelle humaine. Oui, voilà, mais pour les grandes surfaces, il y en a qui font des transitions. On voit par exemple la chaîne YouTube Vert de Terre Production, ils montrent des agriculteurs de grande surface qui font du semi-direct sous couvert. Je pense aussi à Lucien Segui, je crois que malheureusement il est décédé. Lui mettait en place des semi-directs sous couvert en grande surface, donc où on va arrêter de labourer la terre. On met des cultures intercalaires, c'est-à-dire entre les cultures qu'on récolte, on va planter des engrais verts qui vont enrichir le sol, apporter de l'azote grâce aux bactéries qui prennent l'azote de l'air, le mettre dans le sol, limiter que la potasse lessive par exemple. Donc on a des cultures intercalaires qui améliorent la terre, aggradent la terre et on arrête de retourner le sol. Donc on utilise moins de carburant, de pétrole pour retourner. On utilise beaucoup moins de désherbant parce que ça fait aussi une couche de protection de la terre où les adventices ne poussent pas ou moins. Et on crée de la terre, de l'humus et donc ça améliore la production agricole. Ça, sur ceux qui veulent faire des transitions vers ces types de cultures-là à grande échelle, il faut voir les travaux d'Éric Petiot aussi, où il parle du triangle de fertilité agricole. On a des super vidéos sur Permafutur TV aussi à ce sujet, où là, si on passe d'un champ labouré à du semi-direct sous couvert, on va utiliser le triptyque, donc basalte, qui est la colle de la vie, ensuite donc les semi-directs sous couvert et des extraits fermentés, par exemple de plantes. L'objectif, c'est si on a un sol qui est mort, parce que si je vais dans n'importe quel champ de maïs, là, qui est en culture classique, je suis désolé, mais souvent c'est plutôt pour faire de l'argent et pas de la nourriture, parce que si j'analyse la nourriture, les nutriments qu'il y a dedans, il n'y a pas de nutriments, c'est vide, ça ne nous nourrit pas en fait, ça crée de la masse qu'on peut revendre. Donc si je regarde la terre aussi, elle est morte, il n'y a pas de vers de terre, les micronutriments, il y en a de moins en moins, on perd le terroir. Donc pour recréer de la fertilité de la terre, il faut passer par ce triangle de fertilité. Donc comme je disais, utilisation du basalte, utilisation des engrais verts et des extraits fermentés. Pour le potager, là il y a tout un panel de solutions aussi, telles que la permaculture, donc les paillages, par exemple utiliser le basalte comme je le disais, par exemple aussi mettre des antennes d'électroculture, c'est Martine Kerel, donc une simple antenne, là elles sont en aluminium, donc l'aluminium c'est léger, c'est électroconducteur, ça rouille pas, donc c'est hyper durable, je le plante sur un tube de cuivre et je le mets dans la terre, ou un sommet tout cuivre sur un tube de cuivre que je plante au potager. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée des micro-courants qui interagissent avec les végétaux. Mais aussi, alors j'espère que je vais pas trop vite, que vous arrivez à suivre, mais aussi vous avez Martine Kerel, donc Martine Kerel, pour sa thèse de docteur en pharmacie à l'université de Limoges, vers 1968 par là, 70 ou 78, je sais plus exactement la date de tête, mais en tout cas, elle avait étudié l'électroculture pour sa thèse, et sur des plantes médicinales, la belladone, la datura et la menthe poivrée. Et elle démontre à l'époque que grâce à des antennes passives d'électroculture, elle arrive à augmenter la teneur en huile essentielle et en graines de ces plantes médicinales. Ce qui montre que grâce à l'électroculture, on peut recréer de la vie, mais on peut aussi avoir des plantes qui sont plus nutritives, en santé, etc. Oui, donc ça a un impact en même temps sur l'être humain. Alors, est-ce que c'est coûteux ou compliqué à mettre en place? L'investissement est-il important par rapport aux résultats obtenus? Alors, est-ce que c'est coûteux? Ça, comment dire, en fait, c'est une question, est-ce qu'on prend moyen, court ou long terme? Parce que si on se renseigne sur un agriculteur ou un viticulteur ou un maraîcher ou un arboriculteur ou un producteur de n'importe quel, je sais pas, kiwi, pomme, etc., qui font plutôt soit de la monoculture, soit de la culture diversifiée, ils font des gros investissements en général au début pour mettre en place leur production, on va dire. Donc si on dilue l'électroculture dans ce coût d'investissement, au final, ça coûte pas grand-chose parce que c'est quelque chose qui va vous aider à améliorer la production, à recréer de la fertilité et donc
si vous avez une logique financière derrière, à générer des revenus parce que vous vendez de l'alimentation et en plus qui sera en meilleure santé. Donc le coût, il est faible si c'est dilué dans une exploitation. Ensuite, si c'est à l'échelle d'un particulier, c'est pareil. C'est par exemple une antenne, effectivement, elle a un coût à l'achat. C'est pas voilà, ça peut être plusieurs dizaines d'euros, par exemple, voire d'autres, même plusieurs centaines, ça a un certain coût. Mais c'est quelque chose qui est durable, qu'on va garder des années durant et que on va utiliser d'une année sur l'autre. Par exemple, quand on achète une tronçonneuse, ça a un certain coût aussi, c'est plusieurs centaines d'euros. Si j'achète une serre, ça a un coût aussi. Si j'achète un motoculteur, voilà, tout a un coût au Bien final. sûr. Après, c'est chacun qui choisit vers quoi j'oriente mon énergie. L'argent, c'est une forme d'énergie aussi, comme il disait Coluche, entre guillemets, je sais plus qu'est-ce qu'il disait, que si on arrêtait de, je sais plus ce qu'il disait, bref, l'expression me vient plus, mais il y avait une expression de Coluche qui me passait à travers la tête, mais pour dire que voilà, c'est aussi où on met notre argent, c'est un moyen de voter en quelque sorte. Donc, Oui. est-ce que je veux voter pour des techniques qui permettent de réduire les désherbants, de réduire les pesticides, de recréer de la fertilité, ou de voter pour des choses qui détruisent la planète. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. C'est un choix conscient, quoi, en fin de compte. Voilà, c'est un choix conscient. En plus, si on parle de coûts, moi, je sais que maintenant, j'ai une boutique en ligne où je vends du matériel. Il faut savoir que la plupart du matériel, il est autoconstruit et ça permet ceux qui achètent dans notre boutique de nous soutenir, de nous aider à partager du contenu. Parce que moi, ces 10 dernières années, j'ai partagé des centaines et des milliers d'heures de travail gratuitement en ligne, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures de vidéos sur 300 vidéos en libre accès gratuitement. J'ai fait des millions de vues sur Internet, donc j'aide la conscience collective à progresser. Voilà. Donc ceux qui achètent aussi du matériel sur notre boutique, ça nous aide à continuer à partager. Donc c'est aussi un échange en quelque sorte. Exactement. Il y a un des principes de permaculture, c'est redistribuer les surplus générés. Moi, j'ai des connaissances que je repartage aussi. Donc voilà, c'est un partage de l'énergie en quelque sorte. C'est ça. On dit souvent que la Terre n'a pas besoin d'être contrôlée par l'homme. Une graine germe quand toutes les conditions sont réunies. Comment l'électroculture s'inscrit-elle dans ce respect de rythme naturel? La question, c'est... On dit souvent que la Terre n'a pas besoin d'être contrôlée par l'homme. Ah ouais. Donc souvent, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, on met des tuteurs sur tout, on va construire tout un tas d'armatures pour et imposer, on va venir mettre de l'engrais, on va mettre tout un tas d'éléments sur les différents, soit que ce soit arbres ou plantes. Donc l'homme pense peut-être bien faire en imposant ce contrôle, mais normalement, tout est en capacité de se cultiver automatiquement, pas tout seul, mais on a quand même la graine à partir du moment où elle est semée. On sait pertinemment aussi que dans les sols, les graines sont déjà là présentes et qu'en fonction de l'équilibre du sol, elles vont germer ou pas et elles mettront un temps certain. Mais l'homme croit bien en faisant des carrés tout propres, etc. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est pas un contrôle sur la nature qui en réalité est capable de s'autoproduire? Ouais. L'homme, c'est quelque chose de complexe au final, parce que il y a pas, si on prend rien que les humains, il n'y a pas qu'un monde, il y a 7 milliards de mondes, parce que il y a 7 milliards de manières de voir la vie, la nature, l'environnement, et je parle que des humains, je parle pas des animaux, je parle pas, il y en a même qui vont parler des esprits de la nature, ou voilà, donc il y a plein de manières de voir la vie, de voir l'environnement, de voir le potager, moi, je vais pas dire aux gens comment ils doivent faire. Chacun fait comme comme il souhaite, comme il a envie. Maintenant, on peut s'intéresser aux techniques naturelles, aux jardins forêts, où on va essayer d'imiter la nature, par exemple, de créer un maximum de strates végétales, donc les arbres, les arbustes, les arbrisseaux, les annuels, les bisannuels, les vivaces entremêlés pour produire beaucoup sur un petit espace. Donc ça, c'est ce que j'ai eu fait pendant plus de 10 ans. Dans un jardin familial, voilà, où j'avais augmenté la biodiversité au maximum pour avoir des productions
beaucoup de productions diversifiées, donc des fraises, des mûres, des prunes, des tomates, des pommes de terre, donc des légumes, des fruits, des petits fruits, on peut manger des feuilles, etc., des médicinales, des aromatiques. C'est illimité au final. Sur des petits espaces, on peut créer beaucoup de biodiversité comme ça. Après, il y en a qui, comment dire, quand on est sur des exploitations, par exemple, moi j'aime bien le vin ou la bière. Là, quand on produit du vin ou de la bière, c'est des monocultures de raisins, c'est des monocultures de houblon. Voilà, c'est comme ça que ça se produit. On peut jeter la pierre à la monoculture, n'empêche que quand on boit du vin, c'est comme ça que ça se produit. Maintenant, on va essayer sur ces cultures de vignes de tendre vers des choses qui vont plus respecter les plantes, telles que la biodynamie, telles que mettre, par exemple, des semis directs couverts en interrang, intégrer de l'électroculture avec des tours irlandaises passives, donc des tubes en argile qu'on remplit de basalte qui vont augmenter voilà, les interactions électromagnétiques localement. J'ai fait un livre sur le sujet électroculture, tour d'énergie et basalte paramagnétique. Donc je vais pas dire qu'il y a des gens qui ont tort ou raison. Il faut s'adapter à toutes les manières de produire. L'électroculture, on peut l'adapter à tous les contextes au final. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que l'objectif pour le futur durable, c'est qu'il faut réduire les engrais, les pesticides, l'agro-industrie pétrochimique. Il faut tendre à réduire ça par des techniques alternatives, comme je parlais tout à l'heure. Après, j'essaye plus vraiment de convaincre parce qu'il y a eu, voilà, je suis encore jeune, mais j'ai plus 15 ou 20 ans. À mon âge, c'est bon, on n'a plus vraiment à me dire ce que je dois faire de ma vie, même si j'écoute forcément les avis. Mais voilà, je suis assez conscient pour guider ma vie et et faire des choix en conscience. Il y a 10 ans en arrière, je voulais convaincre les gens parce que voilà, on pense avoir raison. Mais bon, les choses sont toujours plus complexes, donc j'essaie pas forcément aujourd'hui de convaincre parce qu'il y a des gens ils veulent pas être convaincus et vous allez perdre votre énergie à vouloir convaincre. Donc moi je suis sur mon chemin, je fais ce que j'aime, je partage des solutions, notamment en électroculture et ceux qui sont sensibles à ces techniques d'utiliser l'électromagnétisme, que ce soit au potager, que ce soit en permaculture, que ce soit dans de la vigne, dans des vergers, dans des jardins forêts, c'est possible et on peut avec ces techniques améliorer la production, avoir des plantes avec plus de santé, plus de goût, etc. Donc ça peut aller avec des techniques où on utilise des antennes, où on utilise la roche volcanique, le basalte, où on dynamise l'eau, donc on peut agir sur l'eau aussi pour, comment dire, travailler sur la bioélectronique Vincent, avoir une eau meilleure pour les plantes. On peut faire des tours irlandaises d'énergie, donc c'est des tubes qu'on va remplir de basalte, où à l'intérieur on va mettre des cristaux pour transmettre l'information du cristal et son énergie sur la parcelle en question. Donc on peut utiliser aussi l'information, on peut utiliser la géométrie sacrée, les formes pyramidales, c'est assez vaste en illimité. Donc ma manière de répondre à la question n'a pas été complète, mais voilà, c'est une manière d'approcher la chose. Ouais, ouais. Alors dans cette pratique de l'électroculture, il y a aussi la dimension du savoir, de la conscience, de la connexion au tout. Quelle place a l'intention de celui qui pratique l'électroculture? Ah, c'est une question intéressante, c'est une super question. Moi, je pense que l'intention, c'est hyper important, c'est la base au final, parce que, comment dire, c'est ce qui va, comme on dit, n'écoutez pas les paroles, regardez les actes. Hein, mais en prémisse de l'acte, il y a l'intention. Qu'est-ce que, déjà, aussi, fais attention à ce que tu penses. Parce que tu penses, à un moment donné, ça va se transformer en acte. Hein, et c'est pour ça aussi il faut se conscientiser au maximum, mais on vit dans une société où on est conditionné. On est conditionné par notre éducation, on est conditionné par notre famille, on est conditionné par le pays dans lequel on vit, par ce qu'on apprend par la télé, si on la regarde, moi je ne la regarde pas, mais par nos sources d'influence. Voilà. Et donc c'est déjà aussi
par nos blessures, se déconditionner pour être plus conscient de nous, de qu'est-ce qu'on fait, de qu'est-ce qu'on veut. Et ensuite, de là, ben, on va faire des choix en conscience pour aller vers le chemin que l'on souhaite. Parce qu'on peut passer une vie à se tromper, comme on peut assez rapidement faire des choix conscients, on va dire, qui nous respectent. Aussi, il faut se respecter nous-mêmes, respecter notre entourage, la nature. Voilà. Oui, donc, se respecter, c'est s'aimer d'une manière. Alors, on a l'aéroclub là qui n'est pas loin, donc on est un peu peut-être perturbé. J'espère qu'au niveau des micros, ça prend bien nos sons, pas trop les bruits extérieurs. Mais oui, c'est vrai que l'homme a fait des choix. Aujourd'hui, ben, il est peut-être à un tournant pour lui, à savoir s'il veut rester dans le paraître ou vraiment venir dans le vivant, dans l'être. Alors, tout ce que tu partages ben, nous invite à un autre regard obligatoirement sur le vivant, à une conscience différente de la Terre et de son énergie. Et j'aimerais montrer que ce n'est pas seulement une belle philosophie. Tu as aussi posé donc des bases concrètes à travers, comme tu disais tout à l'heure, tes livres, ta chaîne et aussi les stages. Et pour que chacun puisse expérimenter par lui-même. Donc, tu fais régulièrement des stages, aussi bien en permaculture qu'en électroculture? Oui, tout à fait. Je vais répondre à la question juste après, juste pour poursuivre sur l'intention. À mon avis, c'est la base quand même. Il faut faire les choses avec le cœur, avec l'envie de faire le positif réellement, concrètement, parce que on peut... Il y a des gens, ils se mentent à eux-mêmes ou ils mentent aux autres, mais on peut pas mentir à la vie, on peut pas mentir à la nature. Alors, on a la foi, on est croyant ou pas, ça appartient à chacun, mais on peut pas mentir non plus à l'au-delà. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire les choses, moi, je dis, en conscience, avec le cœur et pour la vérité aussi. Voilà. Je crois aussi que on est dans cette période-là de la société où on a de plus en plus de conscience accessible, de connaissances accessibles, et donc on est dans l'ère où la vérité, elle peut émerger de plus en plus pour que l'humanité s'émancipe de plein de chaînes qu'on a, que ce soit en agriculture, politiquement, économiquement, etc., etc. Donc la conscience, c'est important, d'autant plus que quand on pose des systèmes d'électroculture, bon, moi j'arrive à augmenter la production, à avoir des beaux légumes. On peut même faire des légumes géants en santé. C'est pas forcément l'objectif, mais c'est possible. Ben, quand je vais disposer d'une tour irlandaise d'énergie, la magie, c'est l'âme qui agit. Donc, il faut que je fasse ça avec le cœur aussi, avec une bonne intention. Comme les moines ou les prêtres, ben, ils font des prières. Ils ont leurs édifices religieux qui sont disposés en termes géobiologiques à des endroits où il y a des convergences de réseaux. Et quand ils font des prières, ils transmettent ces intentions via le réseau énergétique à laquelle est connectée leur église, par exemple. Donc nous, on a tous un pouvoir créateur aussi et on peut transmettre du positif par notre intention. Et c'est le centième singe, plus il y a de personnes qui pensent quelque chose, qui le font avec le cœur, plus il y a de chances que ça se réalise à grande échelle. C'est pour ça que moi je pense que le journal télévisé, voilà, où quand il y a beaucoup d'informations anxiogènes, il faut couper tout ça. Il faut pas être dans l'anxiété de la société, de la vie. Non, il faut aller vers des solutions parce que c'est aussi ce que notre énergie, ce qu'on rayonne. Si on est anxieux ou stressé par la société, par l'avenir, on aura moins de potentiel pour créer des solutions et agir dans les solutions. Voilà. Ensuite, pour effectivement, donc j'anime des stages, que ce soit en permaculture, en électroculture ou en agroécologie, donc ça fait une dizaine d'années. Donc vous retrouvez ça sur permafuture.com, il y a un onglet stage, voilà, où on pratique sur le terrain, on fait de la théorie et de la pratique, on mesure concrètement, donc avec des appareils de mesure du paramagnétisme, avec des appareils de mesure des échanges d'électrons, voilà, on va mesurer que ces appareils ils agissent, ou même d'une manière un peu plus subtile avec des baguettes de sourcier, où là l'intention justement fait agir la baguette, donc ça montre une fois de plus que l'intention c'est important. Vous retrouvez tout ça sur permafuture.com. Maintenant, c'est un sujet très très vaste
comme je disais, j'ai partagé des centaines de vidéos en ligne. Vous avez sur permafutur.com aussi, dans l'onglet blog, des articles. On a des livres. J'ai créé une maison d'édition et édité 7 livres, dont 3 que j'ai écrits et réalisés moi-même. Ensuite, il y a des rééditions d'anciens livres pour comprendre et mettre en œuvre. Les années passant, ces 10 dernières années, le grand, là, celui-là, que ce soit en formation donc personnelle ou pour le ministère, j'ai formé des milliers de personnes, je peux dire, voilà, ces 10 dernières années. Les vidéos sur YouTube, on a plusieurs millions de vues à en cumuler maintenant et on atteint les 40 000 abonnés bientôt. Donc c'est des connaissances aussi qui se développent, qui se propagent pour créer du positif en agriculture. Je le rappelle, c'est pas, voilà, il faut pas voir. Moi, je promeux pas des solutions miracles. C'est une des solutions parmi d'autres qu'il faut prendre, qu'il faut conscientiser, qu'il faut développer, chacun à son échelle si ça vous parle. Voilà. Et ouais, voilà. Et est-ce que ces stages s'adressent à tout le monde, même celles qui découvrent complètement, ou il faut déjà avoir des bases en géométrie sacrée et en connaissance du vivant? Ça s'adresse à tout le monde. Sur les 10 années passées, il y a tout type de profil, que ce soit personnes qui découvrent, géobiologue, ingénieur agronome, scientifique, jardinier amateur. Elle est gentille, cette mouche, elle vient. Ouais, elle aime pas la mouche. Voilà, c'est vraiment tout type de public. Il n'y a pas de. Après, voilà, j'ai un cursus aussi académique via le ministère. Je suis formé à l'enseignement, donc ça fait depuis 2015 que je suis enseignant aussi en lycée agricole, donc transmettre c'est mon métier, je sais faire pour tout type de profil, que ce soit disons de 7 à 99 ans, je m'adapte à tout le monde, c'est mon métier. Hein. Voilà, oui, parce que pendant les stages, obligatoirement, tu vas avoir des questions et c'est là qu'on montre justement ce partage du savoir. Voilà. Hein. Après, tout le monde comprend. Hein, oui. Le truc, c'est que quand on ne connaît pas, ça peut paraître technique, parfois flou, voire pour certains farfelu, mais il suffit d'écouter, de s'intéresser, et tout est explicable et de manière concrète, factuelle, et on comprend part de la théorie et aussi on met en œuvre. D'accord. Est-ce qu'il y a un point éventuellement que j'ai pu omettre, que tu voudrais... Non, c'est super. Après, voilà, c'est une petite vidéo d'introduction, c'est un sujet vaste, c'est forcément réducteur de parler de tout ça en si peu de temps, mais il y a voilà, énormément de savoir. Moi, oui, ce que j'aimerais dire, c'est que pourquoi je fais tout ça, c'est que de base, je suis très curieux. Je suis une génération qui a grandi avec Internet, donc très rapidement, je me suis mis dessus. J'ai cherché par moi-même, en autodidacte. Je suis allé farfouiller dans plein de choses. Aussi, je suis allé chercher dans les choses, on va dire, négatives, que ce soit sur la politique, le climat, l'économie, etc., etc. Et on se rend compte qu'il y a plein de choses qui tournent par rond. Donc, quelque part, je suis un peu révolté de cette conscience de plein de choses négatives. Mais assez tôt, j'ai décidé de construire plutôt que de détruire. Voilà, transformer cette révolte en positif, chercher des solutions, ce que j'ai toujours fait en parallèle, et les partager. C'est pour ça que j'en suis là, à l'agroécologie, parce que ça fait partie des solutions en agriculture et qu'il y en a plein. Et donc, tous ceux qui ont envie d'œuvrer pour des solutions, ben, il faut y aller, il faut avancer. Il y a plein de choses à faire. On a le monde merveilleux de demain à créer, à construire. Donc voilà, c'est génial en fait. Ouais, c'est ça. Oui, on est sur un cheminement de l'homme où bah, maintenant, aujourd'hui, c'est est-ce qu'il veut continuer à être robot ou est-ce qu'il veut continuer à être vivant? Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, oui, c'est une question de choix. Oui, parce que des fois, en se conscientisant, c'est ça. On a une conscience de quelque chose, mais est-ce qu'on choisit de l'omettre, cette conscience, donc en mode robot? Bon, je prends pas, ok, j'ai appris ça, mais c'est pas grave, je reste dans ma manière de fonctionner classique, on va dire, conditionnée, ou bien est-ce que je m'émancipe et j'essaye de voilà, passer à autre chose. C'est ce que j'appelle, moi, la zombitude. Oui. C'est-à-dire qu'on est dans des automatismes, on a mis le pilote automatique et on réfléchit plus, quoi. Ouais. C'est ça qui est un peu dommage. C'est vrai, il y en a beaucoup qui vivent comme ça, hein, tout le temps au quotidien. Hein,
oui, c'est comme ça. Ouais. Mais bon, on peut tous s'émanciper. Ouais. Voilà. Mais le travail revient à soi. C'est vraiment le choix de chacun. Oui, oui. Hein, c'est ça. Bah, écoute, merci Loïc pour ton partage riche et inspirant. Nous avons vu aujourd'hui que l'électroculture n'est pas seulement une technique, mais une invitation à retrouver une relation plus humble et respectueuse de la terre. La peur de l'inconnu peut parfois freiner, mais comme une graine qui attend son heure pour germer, nous pouvons choisir de faire confiance au vivant et d'accompagner plutôt que de contrôler. À celles et ceux qui nous écoutent, j'espère que ce live vous aura donné des clés, des ouvertures ou tout simplement une curiosité nouvelle pour regarder différemment le lien entre l'homme et la nature. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos questions ou vos expériences dans les commentaires. Et si ce sujet vous a touché, diffusez-le autour de vous. Donc, avec joie et gratitude, je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Et merci énormément à toi, Loïc, d'avoir fait le déplacement jusque-là. Et puis, belle continuation aussi dans ton partage de connaissances. Merci Jacqueline aussi de m'accueillir pour ce live. Merci à tous, tout le meilleur. Voilà, et comme on dit, le positif étant toute chose, il faut savoir l'extraire. C'est ça, exactement. C'est une très belle phrase de conclusion. Voilà. Écoutez, désolé si vous avez posé des questions pendant le live, le téléphone était trop loin pour qu'on puisse voir. Donc, on regardera et puis on répondra à vos questions ultérieurement. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.